Toulouse, la ville rose, le sud-ouest, le bon vivre et le soleil qui tapent toute l'année. Elle apparaît régulièrement dans les classements des villes où il fait le plus bon vivre en France. Elle grandit plus vite qu'aucune autre grande ville française, au point d'avoir dépassé Lyon dans le classement des villes les plus peuplées du pays. Et si je vous disais pourtant que cette réussite cache en réalité un concentré d'erreurs urbanistiques, de mauvais choix de développement et de décisions politiques prises à courte vue. Entre défis climatiques, risques économiques et incohérences urbaines, Toulouse fait face à des défis d'une ampleur qu'elle n'a jamais encore connue. Est-ce que Toulouse est une ville condamnée ? Nous verrons cela en 3 temps. D'abord, à travers sa dépendance à la mono-industrie aéronautique, puis le chaos de son développement urbain, et finalement, la bombe à retardement climatique qui plane sur la région. Et vous verrez, les 3 problèmes sont beaucoup plus liés qu'il n'y paraît. Ce qui a fait, et fait encore, le succès économique de Toulouse, c'est bien son secteur aéronautique et spatial. La ville, en effet, abrite le siège social d'Airbus, leader européen du secteur et le rival direct de l'américain Boeing. Elle héberge aussi le plus grand pôle de compétitivité aéronautique au monde, l'Aerospace Valley, un nom qui n'est évidemment pas un hasard, en écho direct à la Silicon Valley californienne. Commençons d'abord par une petite remise en contexte pour comprendre comment Toulouse en est arrivée ici. Tout commence pendant la Première Guerre mondiale. L'aéronautique est alors un secteur balbutiant mais ambitieux, et Toulouse est choisie pour son éloignement du front et sa main-d'œuvre disponible. C'est bien Pierre-Georges Latécoère qui installe son usine à Montaudran, au sud-est de la ville. Dans les années 1920, il naît l'Aéropostale, l'une des toutes premières grandes compagnies aériennes françaises, qui deviendra d'ailleurs le terrain de jeu de pilotes devenus légendaires, comme Mermoz, Guillaumet ou encore Saint-Exupéry. Après des décennies de développement soutenus par l'État, c'est la naissance d'Airbus Group dans les années 1970 qui fait basculer la ville dans une autre dimension, notamment portée par une alliance européenne nouée entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Toulouse devient le site d'assemblage final. Depuis 2006 se développe sur ce même site historique de Montaudran un pôle mondial du secteur. Plus de 800 fournisseurs et sous-traitants, 86 000 emplois. Aujourd'hui, la seule région Occitanie concentre presque la moitié de l'industrie aéronautique et spatiale française. Et pour donner un ordre d'idée de ce que cela représente concrètement à Toulouse, les seules chaînes d'assemblage finales emploient environ 11 500 personnes dans la région, auxquelles s'ajoutent près de 4 500 emplois directement liés au siège social, finance, marketing, ingénierie, programme. Ce n'est donc pas juste une usine parmi d'autres, c'est bien le cerveau et les mains du groupe qui sont réunis au même endroit et à Toulouse. Le problème, c'est que cette réussite repose sur un seul pilier. Et l'histoire nous a déjà montré ce qui arrive à certaines villes qui misent tout sur la mono-industrie. On pense évidemment à Détroit ou encore à Cleveland, 2 villes américaines de la Rust Belt qui ont connu dans la première moitié du XXe siècle un essor économique aussi fulgurant que celui de Toulouse aujourd'hui. Pour Détroit, via l'automobile et les usines de Ford, et pour Cleveland, via la sidérurgie. Puis à partir des années 1950, la mondialisation et la concurrence à bas coût ont provoqué un déclin presque aussi brutal que l'ascension de ces 2 villes. Et encore aujourd'hui, ces villes peinent à s'en relever. Pauvreté, criminalité, chômage. Détroit reste régulièrement cité parmi les villes les plus dangereuses des États-Unis. Alors la question se pose légitimement. Est-ce que Toulouse court-elle le même risque ? Le secteur aéronautique fait effectivement face à des menaces sérieuses. Tout d'abord, on pense évidemment à la remise en cause écologique du transport aérien. Les appels à voyager autrement, plus durablement pèsent de plus en plus sur la demande. Ensuite, on peut évidemment penser aux tensions et aux crises, notamment géopolitiques. La guerre en Iran l'a justement illustré récemment, avec des difficultés d'approvisionnement en kérosène. Enfin, il y a aussi un risque de désintérêt du marché asiatique, qui est le principal acheteur d'Airbus et qui pourrait se tourner vers d'autres concurrents ou vers l'occasion. La Fondation Copernic a résumé cette fragilité par une formule qui donne le titre à cette partie. Airbus, un colosse au pied d'argile. Car en cas de crise sérieuse, le risque des sureffectifs, donc de licenciements massifs sur Toulouse et son aire urbaine, est bien plus que réel. Il faut nuancer, cependant. Contrairement à un site de sous-traitance classique, Toulouse n'abrite pas qu'une usine. Elle abrite aussi le siège, le cerveau du groupe.
et les États français, allemands et espagnols restent actionnaires d'Airbus. Certains historiens locaux relativisent d'ailleurs largement le scénario à la Détroit, rappelant que l'État n'a jamais laissé tomber ce secteur et ne le laissera probablement pas advenir. Il n'empêche qu'on a eu un aperçu de ce que pourrait donner une vraie crise du secteur avec le Covid-19, car durant cette période, le trafic aérien mondial s'est arrêté du jour au lendemain, et on a pu apercevoir une réelle panique au niveau des autorités locales à Toulouse, ce qui en dit long sur la dépendance réelle de cette ville à cette industrie. Toulouse a pourtant des cartes en main pour se réinventer. Elle possède une industrie compétitive dans le domaine de l'espace, de l'électronique automobile, de l'informatique, qui sont autant de secteurs à fort potentiel dans la région. Le vrai problème, c'est bien le manque d'ambition des politiques publiques, qui n'ont pris ce risque au sérieux qu'au moment de la crise du Covid-19, avant de vite l'oublier. La réussite économique de Toulouse a un autre revers, une croissance démographique que la ville n'a jamais su vraiment maîtriser. Depuis les années 1950, la population de Toulouse a doublé, passant de 270 000 habitants en 1954 à plus de 515 000 aujourd'hui. C'est aujourd'hui la ville qui gagne le plus d'habitants par an en France, environ 15 000 par an, au point d'être passée devant Lyon dans le classement des villes françaises les plus peuplées. Rien que sur les 10 prochaines années, le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal prévoit d'accueillir près de 90 000 nouveaux habitants supplémentaires, avec la construction de 74 000 logements. Autant dire que la pression ne va pas retomber sur Toulouse. Le problème, c'est que pour absorber cette croissance, Toulouse construit dans tous les sens, sans réelle cohérence d'ensemble. Son étalement urbain est d'ailleurs qualifié d'extrême par les experts. Entre 1960 et 1990, l'aire urbaine de Toulouse a doublé de surface, non pas une, mais 2 fois. Toulouse a suivi presque, malgré elle, un modèle de développement à l'américaine. On repousse les habitants toujours plus loin de leur travail, la voiture devient indispensable, pendant que les transports en commun ne suivent pas le rythme. Les conséquences sont d'ailleurs bien documentées, notamment aux États-Unis qui connaissent très fortement le phénomène. En effet, le courant du New Urbanism, porté par des urbanistes comme Jeff Speck, critique ce type de ville. There is a history, in some places, not all, of American ideas being appropriated, being emulated, for better or for worse, around the world. And the worst idea we've ever had is suburban sprawl. Ce seraient des villes moins agréables à vivre, avec une montée de l'individualisme, un budget transport qui explose, des problèmes de santé publique et de pollution. Contrairement aux villes américaines, Toulouse a la chance d'avoir un vrai centre historique et pas un simple downtown. Mais ce centre-ville, conçu à l'origine pour une ville de 250 000 habitants, dû absorber quotidiennement plus du double et est rapidement saturé en week-end. Il suffit d'ailleurs de traverser la rue d'Alsace-Lorraine un samedi après-midi pour comprendre le problème. Face à cette saturation, la ville a tenté à plusieurs reprises de créer des centralités alternatives. Ces tentatives ont la plupart du temps échoué. Prenons Borde-Rouge, au nord de la ville. Le quartier a été pensé pour concurrencer le centre-ville. Commerce, restaurants, cinéma, place centrale et surtout une desserte par le métro B. Une bonne idée qui a d'ailleurs souvent manqué à d'autres quartiers. Mais plusieurs erreurs de conception ont fait de Borde-Rouge un quartier isolé, mal connecté au reste du tissu urbain et peu agréable à arpenter. Cela est dû à de longues rues sans ombre, une architecture minérale et morne, particulièrement pénible en période de forte chaleur. La ville a lancé depuis un vaste programme de réaménagement pour corriger ses défauts, mais cela 20 ans après les faits. C'est d'ailleurs le même constat à Montaudran, pourtant poumon économique de la ville avec l'Aerospace Valley. Une zone commerciale pensée pour désengorger le centre, mais toujours pas reliée au centre-ville par le métro. La ligne C, censée régler ce problème, devait initialement ouvrir en 2025. Elle n'ouvrira finalement pas avant fin 2028 au mieux, et son chantier a déjà causé d'importants dégâts au Faubourg Bonnefoy, révélateur de sérieux problèmes techniques. Cette incohérence n'est pas un hasard, car à Toulouse, ce sont largement les promoteurs immobiliers qui dictent les projets urbains, ce qui laisse peu de marge de manœuvre aux collectivités. Le résultat, une ville qui pousse de façon chaotique, sans réelle identité une fois sortie des quartiers centraux et des grands ensembles HLM. Des constructions standardisées, sans âme, que les plus critiques qualifient d'architecture de promoteur. Le genre de zoning strict entre commerce et résidentiel,
typique de la planification américaine. Nous voilà entrés dans le dernier axe de cette vidéo, et sans doute le plus lourd de conséquences à long terme, le climat. On s'en souvient tous des dernières canicules de juin 2026, ces 39-40 degrés qui écrasaient les villes. Et ce n'est pas un accident isolé. Toulouse a déjà battu un record de chaleur à 42,4 degrés en août 2023, et l'écart de température entre le centre bétonné et la périphérie peut atteindre 4 à 6 degrés certains jours, un phénomène que l'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Et malheureusement, l'avenir ne s'annonce pas meilleur. En Occitanie, la température moyenne a déjà grimpé de 2,1 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et les scientifiques anticipent une hausse d'au moins 4 degrés à l'échelle nationale d'ici 2100. Sauf que ces 4 degrés, c'est une moyenne nationale. Et s'il y a bien une région qui va payer plus cher que les autres, c'est le sud-ouest. Le réchauffement pourrait y être supérieur d'1 à 2 degrés au reste du territoire. Le climat aujourd'hui encore officiellement océanique à Toulouse devrait devenir méditerranéen dès 2050. Le sud-ouest est en voie d'aridification, avec un climat qui tend à se rapprocher de celui de l'Espagne, un constat partagé par l'ensemble des experts climatiques. Ce n'est pas une hypothèse abstraite, l'Espagne nous montre déjà à quoi cela ressemble. Des pénuries d'eau, des lacs et des réservoirs à sec, comme celui de Sceaux en Catalogne, dont l'assèchement a fait ressurgir un village englouti entier avec son église du XIe siècle. Une ville aussi bétonnée que Toulouse, avec une urbanisation aussi mal adaptée, va devenir de plus en plus difficile à vivre sans climatisation. Imaginez circuler dans un centre-ville déjà saturé, en pleine chaleur suffocante. Toulouse risque de devoir tenir sur deux fils très fragiles à la fois, la climatisation et la bonne santé de sa mono-industrie aéronautique. Et pour l'instant, la municipalité tarde à agir à la hauteur de l'enjeu. Après les fortes chaleurs de 2023 et de 2024, la ville a lancé le plan Toulouse plus fraîche, 30 actions, dont l'installation d'ombrières, notamment place du Capitole. Une réponse qui reste largement insuffisante et très souvent moquée pour rafraîchir une métropole de la taille de Toulouse. D'autant que la mairie promet, d'un côté, de débitumer la ville, tout en artificialisant, de l'autre, des hectares d'espace vert pour construire un nouvel échangeur routier. Une contradiction qui résume assez bien le manque de vision globale sur le sujet. Il y a tout de même quelques motifs d'espoir. L'écoquartier de la Cartoucherie, inauguré en 2016 sur un ancien site industriel et militaire, limite volontairement les places de parking pour inciter aux mobilités douces, multiplie les jardins et coulées vertes avec des bâtiments pensés pour être éco-responsables. Le développement du réseau cyclable va dans le même sens, tout comme les premiers chantiers de débitumisation des voies, de parking, de cours d'école. Mais ces mesures mettent du temps à se déployer, et encore plus de temps à se faire réellement sentir sur le terrain. Le projet reste pour l'instant à la hauteur de la contradiction qu'il essaie de résoudre, trop timide face à l'ampleur du risque. Alors, Toulouse, ville condamnée, entre une dépendance à une industrie aéronautique loin d'être à l'abri d'un déclin, un urbanisme chaotique construit sans vision d'ensemble, et un risque climatique qui s'annonce parmi les plus sévères de France, la ville fait face à 3 défis majeurs, et ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Tant que l'aéronautique se portera bien, Toulouse aura les moyens économiques de continuer à s'enfoncer dans ses erreurs urbaines sans vraiment les corriger, en ne traitant les vrais problèmes que de façon superficielle. Mais le jour où le climat, la crise urbaine et une crise économique se percuteront en même temps, il sera beaucoup plus difficile de se relever pour Toulouse. Toulouse a les ressources pour rebondir. Une économie diversifiable, des initiatives qui existent déjà, une jeunesse et un dynamisme réel. La question, c'est de savoir si la ville saura les mobiliser à temps, ou si elle continuera de miser sur la même carte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez.